Lorsque l'on parle de la richesse de l'Afrique, la plupart des gens se demandent à quoi ça ressemble. C'est toujours très virtuel. Lorsque l'on parle de la richesse des sous-sols africains, on se dit c'est quoi cette histoire? Eh bien, il suffit de voyager sur le continent pour le voir. Il suffit d'arriver dans certains endroits pour comprendre à quel point nous avons été dotés de richesses que nous n'exploitons pas. Nous sommes ici à 1636 mètres de hauteur, d'altitude, dans le Simandou. Et regardez, il suffit d'aller sur le bord de cette route pour voir du fer, du minerai de fer en haute teneur. Il n'a pas encore été travaillé. Et il est partout, partout. Quand vous vous déplacez, ce caillou sur la place, c'est du fer. Partout, il y a du fer. Comment peut-on posséder 78% de diamants de la planète, 89% de platine, dont la moitié de la production est utilisée par l'industrie automobile, 81% de chrome, 61% de manganèse, 60% de cobalt, 20% de la production mondiale d'uranium, 90% des réserves de platinoïdes, 80% de coltan, 70% de tantal, 40% des réserves aurifères et 10% des réserves pétrolifères. Bref, comment peut-on détenir le tiers des réserves mondiales, tout minerai confondu, et rester le continent le plus pauvre du monde? Qu'est-ce qui peut expliquer cette ineptie, cette incongruité? Et comment en sortir? Pourquoi le pétrole serait une bénédiction pour les pays du Golfe, tels que l'Arabie Saoudite, le Koweït et autres Qatar, et il serait une malédiction pour le Congo-Brazzaville, pour l'Angola, pour le Tchad, pour la Guinée équatoriale, pour le Nigeria? Soyons sérieux. Prenons la République démocratique du Congo, l'un des plus grands paradoxes de notre continent. Premier producteur mondial de cobalt, avec ses 100 000 tonnes chaque année. Il fournit 70% de ce minerai essentiel dans la fabrication de batteries pour voitures électriques et pour nos milliards de téléphones portables. Premier producteur africain de cuivre, avec plus d'1 500 000 tonnes par an. Le Congo est assurément un scandale géologique. Mais dans le même temps, l'immense majorité de la population dans ce territoire grand comme l'Union européenne, avec cette immense richesse, vit avec moins d'$1 par jour. Prenons la Guinée, un autre scandale géologique. Elle est dotée de certaines des réserves de minéraux les plus convoités de la planète, dont 40 milliards de tonnes de bauxite, la plus grande réserve du monde. À cela s'ajoute, tenez-vous bien, plus de 20 milliards de tonnes de minerais de fer. Les réserves potentielles d'or sont estimées à 700 000 tonnes. Diamants, 30 à 40 millions de carats de réserves prouvées, 500 millions de carats de réserves probables. L'or et les quantités indéterminées d'uranium. Mais 55% des 11 millions d'habitants de la Guinée vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Et le pays se classe 178e sur 187 pays selon l'indice de développement humain 2013 du PNUD, qui mesure le niveau de vie des pays. À qui profite cette immense richesse qui laisse les Guinéens dans l'extrême pauvreté? Les mêmes compagnies internationales. Autre exemple de tour de passe-passe réalisé pendant que nos parents croyaient en l'amitié et au concept d'aide. Le Niger et son uranium, où l'État cède en 1968 la principale concession d'Arlit de 375 km² utilisée comme combustible nucléaire dans les centrales nucléaires en France et pour la force de dissuasion nucléaire française. Les autorités nigériennes l'ont donc cédé à l'ancêtre d'Areva pour 75 ans. Ce qui veut dire que lorsque l'on parle du Niger comme le 3e producteur mondial d'uranium, c'est un peu une vue de l'esprit, dans la mesure où les Nigériens les récupéreront, avec un peu de chance, leur principale mine qu'en 2043. Qui est capable de dire quelle est la part du Gabon dans l'immense réserve qui a fait de lui un émirat pétrolier? Dans les anciens contrats, il avait moins de 20%. C'était le pétrole d'Elf. Regardez ces jeunes qui vivent comme des taupes, qui risquent leur vie chaque jour pour quelques grammes de cobalt. Et regardez cette voiture, ce véhicule électrique considéré comme le nec plus ultra, la Tesla. Sans lui, elle n'existerait pas, quel que soit le talent du créateur. Mais regardez le fossé qui sépare le monde du fabricant de celui du creuseur. Cherchez l'erreur. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Là, on a, si vous voulez, à mon avis,
utiliser, ou comment dire, un peu la naïveté, je dirais, des dirigeants des pays hôtes, des producteurs. C'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décide de céder vos richesses à des entreprises. Qui conseillent, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons gentiment. Oui, on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens. Et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État Gécamine n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Donc les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo. Auprès des banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. En gros, les firmes Glencore, China Mobile Denom et Sycomine, qui détiennent les 2 tiers de cette matière minérale qu'est le cobalt, réalisent 18 à 20 milliards de dollars. Des chiffres surréalistes sur le seul cobalt et le cuivre de RDC. Tandis que l'État congolais ne perçoit que 1,3 milliard, c'est-à-dire à peine 10%. Vous avez bien entendu, à peine 10%. Dans ce cas, qui est le vrai patron du pays? Tout Gabonais a 2 patries. Le Gabon et puis la France. Pensez-vous, très sérieusement, que cet homme puisse lire dans le contrat pétrolier élaboré par Paris? Pensez-vous qu'il soit équipé intellectuellement pour évoquer les intérêts de Libreville si déjà sa préoccupation est celle du lien indéfectible avec Paris? Pensez-vous qu'il mesure les enjeux? Comment voulez-vous qu'un homme qui pense ainsi puisse veiller sur les intérêts du Gabon? Regardez cette illustration simple à moins de 40 minutes d'hélicoptère de Conakry, la capitale guinéenne. Regardez ce long tube, ce pipeline qui part de la mine de bauxite à Bokeh pour rejoindre des bateaux amarrés au large. Dans ces tubes, on met toute la bauxite extraite de la mine. Et sans filtre, sans contrôle, elle est directement versée dans ces bateaux. Personne n'est capable de dire la quantité et la qualité de ce qui a été extrait du sous-sol guinéen. Ces bateaux prennent aussitôt la mer. Et c'est une fois à destination, plusieurs semaines après, en Chine, que l'on déclare à l'État guinéen les quantités et la qualité de ce qui a été extrait. L'entreprise chinoise peut donner les chiffres qu'elle veut. On est obligé de la croire. Personne n'a le moyen de contrôler si elle a dit la vérité ou pas. Vous conviendrez avec moi, ça s'apparente quand même à un braquage en règle, avec le consentement de la victime peut-être, mais braquage quand même. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Mais ces dénonciations ne peuvent suffire à corriger ces injustices, ces pleurs, ces marches. Aussi utiles soient-elles, elles ne peuvent être notre seule arme. Le moment est peut-être venu pour une jeunesse plus diplômée, plus au fait, d'élaborer une stratégie plus efficace pour reprendre son patrimoine, pour rétablir la justice. Il ne s'agit de chasser personne. Il ne s'agit de stigmatiser personne. Il s'agit d'utiliser les armes modernes qui ont fait défaut à nos parents, le droit, tout simplement. Aujourd'hui, commençons par les ressources minières, les matières premières dont nous sommes les principaux pourvoyeurs. On n'était pas parti pour projeter un film, mais nous voulions planter le décor. Nous voulions arrêter avec ce fantasme qui veut que nous soyons riches, alors que notre richesse appartient aux autres. Nous nous gargarisons, nous flattons notre ego en citant les richesses dont nous sommes dotés. Mais dans le même temps, lorsque nous regardons le niveau de pauvreté dans lequel nous vivons, la misère de l'immense partie de nos populations, une question s'impose à nous. Comment peut-on être aussi riche et aussi pauvre en même temps? Je laisse Maître Fatoumata Sidibé Diarra, avocate de renom, active dans le secteur minier, nous expliquer ce paradoxe auquel il faut rapidement mettre un terme. Maître Sidibé Diarra.
la question de la richesse de nos sous-sols d'un côté et de l'autre la situation de nos populations est hautement paradoxale. Parce que riches, nos sous-sols le sont. Les 2/3 des exportations africaines sont dominées par des matières premières agricoles et des ressources naturelles. Et notre continent, nous le savons tous, possède d'énormes réserves mondiales en ressources minières, en pétrole et en gaz. Par contre, l'exploitation des ressources naturelles contribue en moyenne à 9,9% de notre produit intérieur brut en tant qu'État africain subsaharien, mais ce secteur, tenez-vous bien, n'emploie qu'environ 1% de la population. Comment expliquer que face à toutes ces richesses réelles et potentielles, le secteur minier ne permette de créer plus d'emplois directs et indirects? Il devrait être un véritable levier de développement et impulser les autres pans de l'économie de manière intégrée. Or, c'est tout le contraire qui se produit. Le secteur extractif ne crée pas d'emplois et il n'en créera pas tant que nous ne transformerons pas et tant que nous ne créerons pas de valeur. C'est tout simplement une situation inacceptable qu'il est urgent de modifier. C'est le paradoxe de l'abondance. C'est une situation qui fait justement rêver sur le papier. Mais le problème, c'est que nous en soyons encore État africain au stade du rêve, parce que la réalité est tout autre. Je suis Fatoumata Sidibé Diarra, originaire du Ouassolo. Je viens d'un village qui s'appelle Tcheblela, situé près de Yanfoïla, dans la région de Sikasso, zone minière par excellence du Mali. Lorsque je dis à mes oncles que le Mali est 3e producteur d'or, ils me répondent « Alors où est la route pour venir nous voir ?» Lorsque je dis à mes tantes que le Mali pourrait devenir un géant de la production de lithium, elles me demandent « Où sont les hôpitaux ? Pourquoi continuent-elles à mourir en donnant la vie ?» Lorsqu'enfin, j'apprends à mes neveux et nièces que notre pays regorge de plusieurs bassins de pétrole et de gaz encore inexplorés, ils me demandent où sont les écoles, où sont les universités. Nos populations vivent dans des conditions inacceptables. Les infrastructures sont inexistantes. Ni l'accès minimum à la santé, ni l'accès minimum à l'éducation ne sont assurés. Nous sommes tout simplement spectateurs de l'exploitation de nos propres richesses, de nos biens, de notre propriété. Nous sommes spectateurs dans l'attente des retombées fiscales. Nous sommes spectateurs dans l'attente de la contribution de ce secteur au produit intérieur brut. Nous sommes spectateurs dans l'attente de l'annonce des quantités exploitées par les sociétés minières. Bref, on attend juste qu'on nous paye des impôts. C'est ça qui est la vérité. Comme c'est le cas dans plusieurs autres domaines en Afrique, on est en droit de se demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici aussi. Je laisse notre très engagé président Alain Foka nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi ce spectacle désolant face à tant de potentialités? Le secteur minier a fait longtemps l'objet d'un mythe ou de la science-fiction carrément. On nous a fait penser que nous ne pouvions même pas comprendre les contrats que nous signions. Nous avons laissé les autres faire. Après l'indépendance, nos chefs ont été utilisés pour signer des contrats léonins. Souvenez-vous, Léon-Mba du Gabon, qui ne voulait même pas être indépendant et qui a permis à la France de conserver son pétrole gabonais. Un comble. C'est un peu comme si vous aviez une poule à la maison et vous savez qu'elle pond des œufs, mais vous êtes incapable de dire combien d'œufs elle pond chaque jour. Et on vous interdit même de venir regarder. C'est l'autre qui doit prélever vos œufs, vous faire des omelettes et vous les vendre à nouveau. C'est ça le schéma. Rappelons-nous du président Pascal Lissouba qu'on vient de voir, Lissouba du Congo, qui répond à une question sur la quantité de pétrole qui sortait de chez lui, avoue sans sourciller qu'il n'en savait rien. Et c'est tout de même qu'on lui pose la question de savoir s'il savait ce qui sortait de son sous-sol. Ça traduit l'ampleur du mal. Mais au fil du temps, on a compris qu'il nous avait menti. Il faut l'avouer. Mais une fois que nous avons compris cela, qu'avons-nous fait? Lorsque nous ne détournons pas le regard, nous sommes devenus complices
de ceux qui nous volent nos propres œufs. C'est ça la réalité. Et c'est cela dans le secteur minier. Oui, les autres sont responsables. Ils ont profité d'une situation d'ignorance au départ. Ils ont ficelé des contrats déséquilibrés. Mais aujourd'hui, maintenant que l'on sait, il va falloir arrêter de geindre pour prendre nos responsabilités. Pour cela, il faut faire un état des lieux sans complaisance. Il faut déterminer, et c'est important, les racines du mal actuel. Pas seulement passé, puisque nous sommes désormais résolument tournés vers l'avenir. Avec nos jeunes, ils doivent regarder devant, sans pour autant oublier le mal qui nous a été fait. Non, c'est important. Avancer ne signifie pas oublier. On doit s'en souvenir pour que ça ne recommence pas. Mais on doit regarder devant nous. Eh bien, dans ce domaine des mines, comme dans d'autres, nous avons fait de très mauvais choix, comme se contenter de laisser les autres creuser et vendre à notre place. Tout cela devant notre jeunesse, non formée et spectatrice des camions, emportant nos richesses vers l'étranger. Ma femme est du Niger, et quand je vais dans le nord du Niger, je vois ces camions qui emportent l'uranium du Niger devant des jeunes qui ont choisi finalement de rejoindre des groupes djihadistes, et je mesure l'ampleur de notre responsabilité. C'est le moment de faire qu'ils n'assistent plus à ce spectacle déshonorant qui les pousse à se dire, est-ce qu'on doit encore croire à ceux qui sont aux affaires? Il en va de notre intégrité. Et je voudrais dire qu'il faut qu'on arrête d'être des spectateurs. Les racines du mal sont triples. Absence de vision et d'ambition, absence de formation, absence de transformation. Tout d'abord, l'absence de transformation. S'il y a la guerre dans l'est de la RDC, c'est parce que personne ne contrôle ce qui entre et ce qui sort comme minerai. Tout ce qui y sort est transporté de façon brute. Les Congolais sont esclaves de leurs propres produits simplement parce qu'ils ne le transforment pas. Si l'on fabriquait des batteries électriques au Congo, il est certain que la guerre causée par le trafic du cobalt, du coltan, du lithium serait déjà résolue. Mais on n'y transforme rien. Au Mali, ils sont des milliers, les chefs de famille, qui quittent femmes et enfants pour aller à la recherche d'hypothétiques poussières d'or, causant ainsi la dislocation de nombreuses familles. Tout cela parce que nous nous contentons d'une économie primitive. Creuser et vendre. Or, on ne peut pas détenir le cobalt parce que nous avons la moitié des réserves mondiales en RDC, des réserves d'or importantes comme le Mali, les plus importants bassins de pétrole, et ne pas se dire que nous devons être les premiers à tel horizon et s'en donner les moyens à travers une vision, une stratégie clairement définie. Si le Congo, avec ses réserves de cobalt, de lithium et de cuivre, ne devient pas la solution planétaire de la transition écologique, alors avouons qu'il y a de quoi désespérer. Si la Guinée, la plus grande réserve mondiale de fer et deuxième réserve mondiale de bauxite, ne devient pas l'une des solutions dans l'industrialisation, écoutez bien, de la planète, pas de l'Afrique, de la planète, avouez qu'il y a de quoi désespérer. Si le Mali, premier producteur potentiel ouest-africain de lithium, n'est pas la solution aux batteries électriques, il faudra reconnaître qu'on est mauvais. C'est un fait. Si on estime que le Mali, deuxième producteur d'or africain, n'a pas de garantie financière crédible à présenter sur le marché financier, alors là, c'est qu'il y a un vrai problème, puisque l'or, c'est la valeur refuge. Et il y en a largement ici. Mais on continue de nous dire qu'on n'est pas crédible sur le marché. On nous dit que la question minière requiert beaucoup de capitaux et que nous n'en avons pas. Mais n'est-ce pas une ineptie au regard des richesses que nous possédons et que nous venons d'énumérer? N'a-t-il pas une absence de vision et d'ambition à ce niveau également? Je laisse Guy Robert Lukama, minier, ancien banquier et aujourd'hui
président du conseil d'administration de la GECAMIN, l'une des plus importantes entreprises minières du continent, mais surtout président de la commission sous-sol de Mansa, évoquer cette question financière dans les mines. Eh bien, Fatoumata et Alain, vous avez fait une très bonne introduction de ce sujet, parce que nous, Africains, comme Alain l'a si bien dit, nous ne sommes pas donnés les moyens d'appréhender la vraie complexité des projets miniers, préférant laisser ça à d'autres, trouvant que c'était des sujets particuliers. Nous avons adopté des paradigmes de développement des projets miniers sans prendre de recul, sans se dire où cela a amené après tant d'années. Et quand nous avons vu les dégâts, nous sommes devenus frileux de pouvoir revoir nos codes miniers, malgré l'évidence de leur raté en termes de retombées pour les pays hôtes des projets et pour les populations avoisinantes de ces projets. Nous n'avions pas de vision. Et encore aujourd'hui, nous peinons à nous fixer une réelle ambition africaine ou une réelle ambition par pays. C'est par tâton ou par rejet de ce qu'il y a et sans pour autant nécessairement proposer une solution durable dans le futur. Un des points criants et voire irritants dans les projets miniers et dans ce qu'on voit dans l'activité minière à travers l'Afrique est le financement de projets et aussi de la gestion des revenus générés par les dits projets. Les mines, certes, et on l'a encore insisté, demandent beaucoup de capitaux, beaucoup d'argent frais pour sortir de terre, exploration, construction et production minière. Mais les mines aussi peuvent générer beaucoup d'argent dans ces moments fastes. Quelles sont les solutions intrinsèques, innovantes, qui feront de nous des parties prenantes, au moins passives que d'avant, moins spectateurs d'une prospérité créée chez nous et désormais malgré nous? C'est ça le sujet aujourd'hui. Comment nous devons stopper de demeurer spectateurs alors que la création de valeur se fait chez nous? Rappelons toujours que nous détenons ce que les autres veulent et ont besoin pour pouvoir faire leur transition écologique. Et que les règles ne peuvent pas se fixer sur le financement et sur le rapatriement par celui qui vient, et plutôt par celui qui accueille et qui détient les gisements. Cessons d'être en posture de demandeur. Chaque fois être que demandeur. Si c'est vraiment qu'on veut construire une relation win-win, celui qui détient la richesse fixe les termes. Et il existe désormais un début de réveil, mais cela n'est jamais suffisant en Afrique. C'est l'état d'esprit qui doit désormais nous guider, celui de stopper d'être quémandeur et de désormais commencer à fixer les règles dans le secteur minier. Parce que le modèle d'exploitation du potentiel minier de nos pays est basé sur un financement de projets par un endettement massif et incontrôlé. Et je peux vous le dire ici, c'est peut-être tabou pour certains, c'est un casse légal. Financé essentiellement par l'endettement est un casse, mais légal. Pourquoi il est légal? Parce qu'il est reconnu par nos lois. Que cela demeure un casse malgré tout, parce que les équilibres n'existent pas entre celui qui amène le gisement et celui qui amène de l'endettement. Mais cela est reconnu par nos lois. Donc c'est une source d'appauvrissement pour nos populations, mais qui est résolument légale dans nos codes miniers respectifs. Certes, vous apportez une mine, qui est la source de revenus, mais l'investisseur n'amène simplement que de la dette, et pour certains, c'est vrai, de l'expertise et un peu de réputation, c'est qui tribalise tout. Mais dans les définitives, ce qu'on constate, c'est que le banquier qui a prêté, il gage sur quoi? Il gage sur notre gisement. Non, plus notre gisement, le gisement qui a été transféré à la société commune. Parce que le préalable, avant de donner un crédit, c'est que vous puissiez en perdre la propriété et que vous l'apportez à la société commune. Donc, vous amenez un gisement, eux amènent du cash qui est en fin de compte de l'endettement, et vous allez ensemble rembourser. Et si vous appliquez ces règles à n'importe quel autre business qu'on peut développer, vous constaterez que vous aurez le sentiment qu'on fausse l'équilibre des apports entre associés. Même pour développer un champ de mine, celui qui prête n'est pas propriétaire. Quand tout cela s'accompagne d'une prédéfinition des parts sociales
dans le capital de la société commune, cela n'est la part belle revenant mécaniquement à celui qui amène de l'endettement, c'est plus un casse, mais c'est un vol, mais ça demeure toujours légal. Parce que nos codes miniers le permettent et l'autorisent. De préempter le droit à l'investisseur étranger d'office d'être majoritaire. Parce qu'il a de l'endettement. Nous avons consacré tout cela dans nos lois et nous nous faisons concurrence entre pays pour attirer le plus de casseurs possible. Toi, citoyen malien, accepterais-tu que celui qui prend un crédit à la banque pour développer ton champ avec toi fasse payer la dette par ton champ, mais qui prenne d'office d'entrée de jeu 80% de la récolte? Je ne crois pas. Juste parce qu'il est allé demander un crédit en ville et qu'il est revenu et qu'on a commencé à développer et qu'il préempte d'office 80% de la recette, je ne crois pas que vous l'accepterez. Et que si c'est nécessaire, il est peut-être désormais nécessaire pour nous de retirer nos boubous et d'aller nous-mêmes en ville demander ce crédit. À ce moment-là, le déséquilibre ne sera pas mis sur nos champs. Certes, il est bienvenu l'investisseur qui apporte son capital et des conditions meilleures d'emprunt. Car il est vrai que ces activités extractives, comme l'a dit Alain, exigent beaucoup de capitaux. Mais le point de départ, et je le rappelle de manière forte, ne peut être la dette et la préemption de la majorité du capital à celui qui vient investir. Et si on vous dit qu'il ne viendra pas, je peux vous garantir qu'il viendra et qu'il demeurera. Les expériences du Botswana, de la Namibie, de la Tanzanie récemment, avec un de vos plus grands investisseurs étrangers au Mali dans l'or, je ne citerai pas son nom, sont des leçons claires qu'une autre approche est possible. Le point de départ doit être désormais les ressources naturelles que nous apportons, qu'elles soient valorisées. Je rappelle qu'elles sont épuisables et que ce que nous apportons doit être le point cardinal de toute négociation et ne pas en trembler quand on l'exige auprès des investisseurs. C'est ça l'ambition que nous devons avoir. Elle est à notre portée. Cette ambition passe par donc une bonne maîtrise de 3 piliers déterminants, à savoir la ressource naturelle, ce que nous a doté la nature, qui est nôtre, mais les ressources financières que nous venons d'esquisser les enjeux et ainsi que le capital humain dont on doit démystifier rapidement l'expertise dont on a besoin et les technologies pour pouvoir les sédentariser dans nos pays. C'est fini ce moment où tout devait être porté par des expatriés. Nos jeunes peuvent être capables de pouvoir piloter ou de participer en tout cas à la création de valeur dans nos différents projets. Je rappelle les 3 piliers, les ressources minières que nous amenons, les ressources financières que nous devons maîtriser et les ressources humaines que nous devons absolument former et sédentariser dans nos pays. Nous devons donner un espoir à nos jeunesses de pouvoir rester dans nos pays et avoir un avenir meilleur. Je laisse pour cela donc Maître Fatoumata nous entretenir sur ce point important et particulier qui est la formation de nos jeunes. Merci Guy Robert. Effectivement, il n'y a de richesse que d'hommes. Et notre continent a l'avantage d'avoir une population majoritairement jeune. Il est donc important de faire de ce potentiel une richesse active. Et cela passe par sa montée en capacité, c'est-à-dire sa formation. Or, nous n'avons aucune politique ambitieuse de formation de notre jeunesse à des métiers pour lesquels nous en avons pourtant un réel besoin. Combien sont-ils, nos spécialistes, capables de déchiffrer et d'appréhender les enjeux et les subtilités des contrats que nous avons signés et que nous continuons de signer? Est-ce logique de s'en remettre encore aux grands cabinets internationaux pour nous représenter ou nous défendre, alors que quelquefois leurs intérêts coïncident avec ceux de leur pays d'origine? Est-ce logique d'ignorer tous ces talents potentiels, une jeunesse qui ne demande qu'à être formée aux standards internationaux, à bénéficier de la recherche et de l'innovation? Eh bien, il faut croire que oui, tant nous minimisons la formation de nos ressources humaines dans ce domaine, que ce soit des techniciens, des juristes, des financiers, et cela est également valable pour les sous-traitants locaux. Parce que, mesdames et messieurs, la technologie ne se quémande pas, elle s'arrache, surtout au niveau d'urgence où nous nous trouvons. Nous avons été passifs en nous disant que c'était dans l'ordre des choses que les investisseurs étrangers chercheraient à s'approvisionner sur place, en établissant des relations avec les fournisseurs locaux, nous faisant bénéficier donc d'un transfert de connaissances. Mais cela n'a pas été le cas, parce que la nature a horreur du vide,
et que nous avons été incapables de favoriser les champions nationaux, de leur proposer un financement adapté et de les rendre capables de se hisser à un niveau internationalement acceptable. Pensez-vous sérieusement que des pays comme le Japon ou comme la Chine connaîtraient leur situation actuelle s'ils avaient agi de manière passive comme nous le faisons actuellement? Alors, au lieu de nous mettre nous-mêmes en concurrence entre États africains à travers un véritable dumping réglementaire et fiscal, pourquoi ne pas mutualiser nos efforts et créer des structures régionales de formation au métier des mines? Parce que nous avons l'obligation de réinventer notre avenir, de faire de nos potentialités des réalités partagées. Nous ne devons plus nous demander si l'exploitation des richesses minières est source de développement. Nous devons plutôt nous assurer à ce qu'elle le soit effectivement. Ce n'est pas une option, ce n'est plus une option, mais une obligation et une urgence. Alain Foucault, un autre modèle est-il possible? Un autre modèle est possible, mais à l'impossible, nous n'est tenu. Et nous parlions, lorsque Maître Fatoumata Sidibé Diarra a fini, de l'urgence d'un autre modèle pour nos mines, pour notre richesse minière. Parce qu'on nous a fait penser pendant longtemps qu'il existe une malédiction des ressources naturelles. Non, il n'existe pas de malédiction des ressources naturelles, mais la malédiction de leur mauvaise gestion. Pourquoi les ressources naturelles des autres leur assureraient leur développement et le pétrole serait une bénédiction pour le Qatar et une malédiction pour le Nigeria qui en produit plus que lui? En réalité, il ne s'agit que d'absence de vision. Si vous vous levez le matin et sortez de chez vous sans destination, il est évident que vous n'arriverez jamais nulle part. Vous êtes en déshérence. C'est le cas de la plupart de nos États. Si nos richesses nous échappent, c'est bien parce que nous n'avons pas de projet. Et je viens d'entendre le Premier ministre, après son discours, lorsqu'il était là, nous dire que nous avions besoin de vision. C'est de cela qu'il s'agit. Il est donc urgent pour nous de savoir d'abord ce que nous voulons faire de ce que la nature nous a si généreusement donné. Il suffit de savoir et d'en avoir la volonté. Regardez le Botswana, deuxième producteur de diamants après la Russie. Jusqu'à présent, les grandes compagnies minières venaient chercher les minerais pour aller transformer ailleurs. Les Botswanais découvraient la beauté de leurs minerais sur d'autres, comme les Maliennes qui découvrent la beauté de leur or qui leur est revendu une fois travaillé à Dubaï. Leurs diamants leur revenaient d'Anvers, en Belgique. Ils ont pris une décision forte désormais, alors qu'ils ne disposent pas de capitaux du tout. Ils ont contraint les grandes compagnies à grands capitaux à transformer sur place au Botswana. Et le groupe De Beers, qui fait partie de ceux qui dominent la commercialisation mondiale de diamants, par exemple, a dû se plier à leurs exigences. Ce changement est d'autant plus urgent que toutes ces matières premières dont nous avons parlé ont une durée de vie limitée et ne se renouvellent pas. Et les grandes firmes internationales, souvenez-vous-en, travaillent et investissent dans la recherche pour remplacer ces matières premières. Il n'est pas certain que ce qui constitue une richesse aujourd'hui ne sera pas obsolète demain. Aujourd'hui, les laboratoires travaillent à remplacer l'uranium dans la production d'énergie et du nucléaire. Il n'est donc pas certain que dans une dizaine d'années, les grandes mines d'uranium du Niger représentent encore un quelconque intérêt. Il n'est pas certain que dans une dizaine d'années, le lithium et le cobalt, si précieux aujourd'hui pour la transition écologique, soient encore d'actualité. Le pétrole pourrait connaître le même sort. Il devient donc urgent d'en prendre le contrôle et de l'exploiter au plus vite, pendant qu'ils ont encore de la valeur. Souvenez-vous que l'Europe a fait ses révolutions industrielles parce que le charbon, je dis bien le charbon, représentait le minerai par excellence.
Souvenez-vous aussi que le premier embryon moderne d'union des États européens post-Seconde Guerre mondiale s'est fait autour de l'acier, pas autour des valeurs de droits de l'homme. 50 ans plus tard, les charbonnages sont des régions au taux de chômage les plus élevés. Si vous avez été dans le nord de la France, à Roubaix, à Lille, vous vous demanderez, à Cambrai, vous vous demanderez, est-ce que c'est ici que ça se passait? Le nord et l'est de la France, les régions de Liège et de Charleroi en Belgique, sont des exemples patents du fait que ces minerais ne sont pas renouvelables et que si vous n'en prenez pas soin, vous risquez de vous retrouver dans cette situation de chômage aigu. Les Africains doivent prendre conscience qu'il est urgent de tirer le meilleur de nos ressources avant qu'elles ne soient obsolètes. Si demain les scientifiques parvenaient à remplacer le pétrole par de l'eau, le Nigeria comme l'Angola deviendraient des pays sans ressources, sauf à compter sur leurs bras et leur cerveau. Il en est de même pour le cobalt de la République démocratique du Congo. Il en est de même de l'or pour le Mali et de la bauxite et du fer pour la Guinée. Il est donc urgent d'intégrer tous ces paramètres et d'opérer un changement. Et pour cela, il n'y a pas de recette magique. Il faut une vision. Il faut une vision, de la volonté assumée, une stratégie, des moyens et du travail, et encore du travail. Tant que nous n'aurons pas intégré cela, nous resterons dépendants. Ce sera toujours sous-sol riche et peuple pauvre. Et cela n'est plus une option. Ceux qui ne s'inscriront pas dans cette démarche de changement seront balayés par une jeunesse qui a compris les enjeux. Cette jeunesse ne veut pas vivre les mêmes galères que nous. Arrêtons d'avoir peur des vieilles méthodes qui ont montré leurs limites. Osons repenser notre Afrique. Et oser signifie avoir le courage de changer les modèles qui n'ont pas marché. Et cela signifie imaginer de nouveaux paradigmes qui nous permettent de maîtriser de bout en bout la chaîne de valeur. Mais en quoi cela consiste, Fatoumata Sidibé Diarra? Il est important aujourd'hui de changer de paradigme et de devenir maître du jeu. Il faut en finir avec le complexe et la paresse intellectuelle qui est la nôtre dans ce domaine comme dans bien d'autres. Si une personne située à des dizaines de milliers de kilomètres du Mali débarque chez nous alors qu'elle ne connaît pas notre pays et qu'elle est prête à prendre des risques, c'est que cela en vaut la peine et qu'elle y trouve un intérêt. Elle ne vient pas nous voir pour de la philanthropie. Si nous n'avons pas compris cela et que nous continuons à nous plier aux exigences des autres et à les laisser maîtres du jeu et de nos destinées, alors nous méritons vraiment d'être recolonisés. Le changement passe donc par plusieurs éléments. Le premier, c'est notre capacité à quantifier ce sur quoi nous sommes assis. Soyons sérieux et honnêtes. Aucun de nos États ne peut nous dire avec exactitude la quantité de minerais qu'il a dans son sous-sol. Aucune réelle cartographie ou donnée actualisée n'a été réalisée. Nous devons nous contenter des études de faisabilité de nos partenaires. Comme si vous aviez de l'argent à la maison et vous demandez à votre voisin, qui en a autant besoin que vous, de venir le compter pour vous et vous dire le montant dont vous disposez. Cela me rappelle d'ailleurs la citation de feu le président Félix Houphouët-Boigny qui disait « On ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille les arachides ». On ne peut pas continuer ainsi. Pour exploiter ou vendre, il faut savoir ce que l'on possède au départ. C'est ce qui va définir notre stratégie. C'est pourquoi il est extrêmement urgent d'établir cette carte géologique précise au possible du sous-sol de nos États. Nous ne devons plus dépendre de la recherche des grandes firmes internationales qui nous informent au gré de leurs intérêts de ceux dont nous disposons. Le changement passe également par l'interdiction d'exportation brute de nos matières premières. Si nous voulons créer de la richesse, si nous voulons créer des emplois, alors nous devons bannir l'exportation brute. Nous devons dire non à l'économie primitive. Comment, en 2024, nous pouvons accepter de nous limiter à creuser et vendre? Il faut un nouveau modèle. Sans transformation, il n'y a pas de valorisation. Arrêtons de penser à la matière première en tant que telle. L'objectif désormais, la véritable richesse est le produit travaillé et transformé.
Si nous voulons maximiser le rendement de nos ressources naturelles, il nous faut passer par cela. Et c'est le moment, grâce aux minéraux critiques dont nous disposons. Nous devons avoir pour objectif de dominer le marché du lithium transformé, par exemple, car la plupart des matières premières utilisées justement pour le développement des technologies vertes proviennent d'Afrique. En dictant le rythme et la qualité de nos exportations, nous pouvons devenir une force irrésistible. Il nous faut engager des politiques courageuses de transformation locale pour générer de la plus-value et de l'emploi. De même, nous devons favoriser l'éclosion de champions nationaux. Personne ne viendra développer nos pays à notre place. Et toutes les grandes puissances que nous admirons aujourd'hui ont été développées par des champions nationaux, c'est-à-dire de grandes entreprises nationales compétitives à l'international et capables de participer au développement de leur pays d'origine. Au moment de la révolution industrielle, les principaux pays ont vu leur développement reposer en grande partie sur ces entreprises soutenues et encouragées par l'État. Rockefeller aux États-Unis, par exemple, ou l'Allemagne, où ce sont des champions industriels qui lui ont permis de rattraper son retard en moins d'un siècle. Les dirigeants qui n'ont pas compris cela sont des dangers pour leur propre pays et pour son développement. Plus proche de nous, le président Obasanjo du Nigeria a appliqué ce principe et a permis et encouragé l'éclosion de champions nationaux. Je citerai le groupe Dangote dans le ciment ou Elumelu dans la banque. Il est donc urgent de mettre en place un véritable écosystème de compétences. Nous devons faire monter justement en compétences nos ressources humaines, nos techniciens, nos juristes, nos financiers, en capacité d'appréhender les enjeux de ce secteur extrêmement complexe. Nous devons clairement appliquer le capitalisme national. Et n'ayons pas peur des mots, appelons-le le protectionnisme, et cela sans aucune honte. Compter d'abord et toujours sur nous-mêmes et croire en nos propres capacités. Et cela dans le domaine financier également. N'est-ce pas, Guy Robert? Effectivement, cher maître. En introduction, nous avons soulevé les pièges du paradigme du financement actuel qui est essentiellement basé sur l'endettement massif. Comme on le sait, il est injustifié et mérite que nos codes miniers soient reformés. Quand vous avez une bonne marchandise et qu'elle intéresse tout le monde, vous trouverez toujours un acheteur. Il suffit d'y mettre la forme. Ce raisonnement est aussi valable sur la transformation la plus avancée de nos minerais sur notre territoire. Les déficits d'infrastructures et d'énergie qu'on évoque souvent pour pouvoir justifier qu'on ne transforme pas sont surmontables. Une illusion africaine, je vous prendrai le cas de mon pays. Depuis 2002, nous avons mis en place un nouveau code minier. Il y a eu un boom minier congolais. Quand ce boom s'est lancé, les célèbres barrages de Inga 1 et Inga 2 étaient sous-exploités. Les 4 barrages hydroélectriques du Katanga, où se trouvent le cobalt et le cuivre, étaient à l'arrêt. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, tous les 6 barrages fonctionnent. Qui a financé leur habitation? Les miniers. L'État congolais n'a sorti $0. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient besoin et ils se sont débrouillés pour les remettre à niveau. Mieux encore, ils ont construit 2 barrages hydroélectriques. Alors qu'au début, ils nous expliquaient que ce n'était pas dans leur activité principale. Mais ils ont compris que pour que leur marge soit maintenue, il fallait investir même dans des activités connexes. Et nous avons désigné les activités qu'il fallait, ces activités de barrages hydroélectriques. Ils ont investi massivement. Aujourd'hui, ils se pressent d'être parmi les parties prenantes à être dans les grands barrages hydroélectriques de Inga, du Grand Inga et bien d'autres. Aujourd'hui, ils importent l'électricité de Zambie, du Congo-Brazzaville, du Zimbabwe et ces pays même aussi et ces opérateurs privilégient d'amener le courant au Congo que de pouvoir l'utiliser dans ces pays. C'est vous dire que si les normes sont mises en place et qu'on demeure ferme, les contraintes sont bien établies, les opérateurs s'adaptent pour pouvoir suivre l'exemple. Je disais donc que nous avons pu permettre à ce qu'on puisse mettre en place des contraintes et des contextes nécessaires pour pouvoir apporter des solutions aux contraintes supposées de la transformation locale. Nous devons insister que ces transformations se fassent
et c'est la seule manière de créer des emplois et de créer de la valeur sur nos territoires. Ce sont nos gisements qui attirent les investissements et non le contraire. Nous devons dépasser nos appréhensions et considérer que les ressources humaines que le reste du monde considère comme vitales doivent avoir des termes fixés par nous en termes d'exploration, d'exploitation, de financement, de transformation. Et au reste du monde, on laisse uniquement l'usage final. Et encore, si l'Afrique se développe, nous serons aussi partie prenante de ceux qui utilisent les produits finis de nos mines. En pensant ainsi, nous mettons un terme sur le financement de la transformation, mais aussi nous fixons les règles pour avoir des projets clairs et des parties prenantes à tous les niveaux. Un autre point sur lequel je voudrais revenir absolument, je suis d'un avis ferme par mon parcours bancaire que le secteur bancaire local doit être aussi sollicité pour les financements des projets miniers locaux. Comment fait-on pour qu'un banquier basé à Londres, en Australie, au Canada, puisse avoir une meilleure perception du risque situé à Caille, à Sadiola, à Yatela, à Morila, alors que le banquier basé à Bamako, de la BIM, de la BOA, ne soit pas partie prenante? C'est un non-sens. Comment on arrive là? Officiellement, parce que nous n'avons pas forcément les mêmes règles prudentielles ou les mêmes réglementations bancaires. C'est vrai que vous avez la contrainte de l'UMEOA, mais dans des pays où on a seul la monnaie, et je crois que ce sera peut-être aussi une chose pour inspirer, nous avons la latitude de décider les rapatriements de 100% de notre argent dans les banques locales, ce qui fait qu'en fin de compte, les banques locales ont des bilans qui se sont soudainement accrus et être capables d'être partie prenante au financement des projets. C'est une chose qu'il faut absolument appuyer dans les différents pays. Je répète, les revenus générés par les projets doivent absolument revenir dans le système bancaire local. Il faut, donc pour conclure cette phrase, je voulais dire qu'il faut aussi ne pas exclure l'épargne locale dans le financement des activités qui vont venir s'agglomérer autour de l'industrie minière. Sachez très bien que nous voulons, comme l'a dit Madame Fatoumata, avoir un tissu de PME qui se développe autour des champions locaux et avoir une sous-traitance qui soit dédiée principalement, si pas totalement, à des entrepreneurs locaux. Sinon, l'activité minière, même si on la réforme et qu'elle ne percole pas dans le tissu économique local, sera juste une activité extravertie, ce qui fragilise les économies africaines habituellement. Il y a aussi une impérieuse nécessité, et ça c'est un des derniers points pour faire plaisir à mon ami Rickson, il y a une impérieuse nécessité que les États africains puissent prendre au sérieux l'encadrement, le suivi et le contrôle de la gestion des participations qu'ils ont dans les projets miniers, de minoritaires à actionnaires uniques. Ces activités hautement financières ne sont pas des métiers d'administration publique. Ce n'est pas des activités uniquement pour les fonctionnaires, mais des métiers à but éminemment lucratif et des sources de corruption massive. Ce secteur ne peut être constamment vu aussi sur l'angle uniquement des recettes fiscales dans des codes qui sont saupoudrés de quelques considérations environnementales. Non. Nous devons faire bénéficier au plus grand nombre des retombées de ces activités par la création d'emplois, l'émergence de tissus économiques, des prestataires en sous-traitance, comme je l'ai dit, mais surtout en créant des entreprises publiques d'État qui, elles, géreront de manière professionnelle ces participations dans les différents projets. Si on se contente d'avoir uniquement une gestion par des personnes qui sont occupées par d'autres choses, on arrive souvent à des risques de rater l'essentiel de chaque projet en termes de suivi, de monitoring, d'investissement. Donc, l'État ne peut confier ses participations qu'à des sociétés qui contrôlent à 100%, mais qui, elles, seront, composées de professionnels totalement dédiés à la gestion et au suivi de ces projets. Ce sont des leviers, si ces leviers sont bien utilisés, ils permettent d'irriguer l'économie nationale de manière plus homogène, plutôt que de concentrer uniquement autour de chaque projet. Cela amène à la réflexion que le Premier ministre et Alain Foka ont faite sur la gouvernance de ce secteur. La gouvernance doit considérer que l'économie locale et ses PME
et la création d'emplois, le pouvoir d'achat des populations, la santé, l'éducation et les infrastructures pérennes sont des sujets qui doivent être connectés avec les projets miniers et pas regarder les projets miniers de manière totalement isolée. Car seuls des projets comme ceux-là, avec des gros investissements, sont ce qu'on appelle en anglais des game changers, des transformateurs durables de nos tissus économiques. Les pays du Moyen-Orient, que tout le monde admire, ne sont là que parce qu'ils ont fait ce choix-là. C'est le même cas pour l'Asie du Sud-Est et pourquoi pas nous. En s'inspirant de ces régions qui ont déjà accumulé une expérience éprouvée de gestion de manne de ressources naturelles comme le pétrole ou le gaz, la création de fonds souverains gérés professionnellement afin de décider des investissements qui assurent une diversification économique, une extension de la connaissance du potentiel géologique, une amorce forcée de transformation locale, en se souvenant constamment du caractère non renouvelable de ces ressources, sans hypothéquer la prospérité des générations futures. L'intégration des politiques de responsabilité sociétale des entreprises ou des contributions qu'elles font aux communautés avoisinantes de leurs projets devrait être inscrite dans un tout plus large défini par l'État en harmonie avec les communautés locales et par péréquation pour le reste de la nation. En guise de conclusion, que je laisserai à Alain, l'enjeu et l'exigence d'une meilleure gouvernance responsable et visionnaire s'imposent à chaque pays d'Afrique. Ça se joue maintenant et rater ce tournant, ce sera fatidique. Cher Alain, toi qui as la pratique de parler aux gouvernants, au nom de Mansa et par toi, je voudrais que tu conclues et que tu leur laisses le message que notre communauté souhaite pour nos dirigeants. Je parle peut-être depuis une trentaine d'années aux gouvernants, mais je ne sais pas si je suis souvent écouté. J'y ai des amis certains et certains amis, et nous pensons que le moment est venu d'assumer nos responsabilités devant l'histoire. Chacun doit jouer sa partition. Moi, j'ai joué la mienne en quittant une maison avec laquelle je n'étais plus en adéquation. Parce que je pensais qu'il fallait se consacrer à un projet. Nous avons beaucoup parlé des mines. Nous nous sommes gargarisés d'avoir beaucoup de richesses sur notre sol. Mais nous restons pauvres. Et nous avons fait des propositions. Nous avons envisagé des choses diverses. Ce que nous avons dit ici, c'est le gros. Puisque quand vous jouez aux cartes, vous prenez le soin de ne pas montrer ce que vous avez dans votre main. On vous a donné l'essentiel, le plus gros étant à garder à la maison. On a souvent balancé nos secrets et c'est avec ça qu'ils nous ont battus. Mettons-nous ensemble pour faire quelque chose de sérieux. Nous avons parlé de mines et c'est important. Mais il est urgent de définir ce que nous voulons en faire. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas et nous ne pouvons plus nous appuyer seulement sur les mines. Les mines font partie de nos richesses, mais elles n'en font que partie, ce n'est pas tout. Chaque jour que Dieu fait, on doit manger au moins 2 fois. On ne mange pas de l'or, on ne mange pas le diamant, on ne mange pas le fer, on ne mange pas la bauxite ou le lithium et on ne boit pas le pétrole, mais on doit manger 2 fois par jour. Nous devons utiliser cette manne du sous-sol pour développer la richesse du sol. Parce qu'on ne gagne sa dignité que lorsqu'on se nourrit par soi-même, sans tendre la main à qui que ce soit. Fini le misérabilisme. Utilisons ce que nous avons pour pouvoir gagner notre dignité en nous nourrissant par nous-mêmes. Les mines ne sont qu'un moyen. À nous de transformer ça pour nous nourrir convenablement. Merci à vous.